Vous êtes sur Radio Sans-Chaîne, la radio qui donne la parole à celles et ceux qui ne l'ont pas. Bonjour. Aujourd'hui, dans notre tisane philo-vincianisme 54, en compagnie de Jean-Luc Ardit et à la technique et moi-même au micro, sous le parasol de notre devise « Aimer, comprendre, agir », nous allons essayer d'aborder ce qui relève du moral, de la morale, amoral, immoral et même le paradoxe du moral, en quelque sorte une cartographie philosophique de l'éthique. Il existe plusieurs manières d'envisager la question du bien et du mal. Certains s'efforcent d'agir selon des principes éthiques. D'autres se placent en dehors de ce cadre sans pour autant le transgresser. Et enfin, certains le défient ouvertement. Mais entre ces trois postures, une quatrième perspective nous oblige à nuancer notre réflexion, le paradoxe de la morale tel que développé par Vladimir Jankélévitch. Je suis persuadé que dans la vie, avec nos nombreuses contradictions, nous passons de l'un à l'autre de ces attitudes. Néanmoins, essayons de clarifier ces concepts qui pourraient nous aider. Tout d'abord, nous allons distinguer quand même la morale de l'éthique, ce qui me semble une distinction préalable et essentielle à notre compréhension. La morale se présente comme une structure normative qui définit ce qui est bien ou mal, souvent sous une forme prescriptive et parfois punitive, plus que parfois d'ailleurs, souvent punitive. On peut définir la morale comme l'engagement du devoir, mais aussi de la sanction. D'ailleurs, pour ceux qui s'intéressent, vous pourriez lire le livre de Jean-Marie Gouillot, intitulé « Esquisse d'une morale sans obligation ni sanction » aux éditions Payot. L'éthique, en revanche, correspond à une démarche plus subtile et réflexive. Elle concerne le tempérament et l'art de mieux vivre, en soi et avec les autres, sans forcément s'enfermer dans des jugements stricts. Selon le dictionnaire de l'Académie française, l'éthique est une réflexion relative aux conduites humaines et aux valeurs qui les fondent, menée en vue d'établir une doctrine. Aristote a été un des premiers à traiter des problèmes d'éthique, mais on peut aussi lire l'éthique kantienne, l'éthique nietzschéenne, l'éthique spinozienne, etc. L'individu moral vit sous le joug des principes et des règles qu'il considère comme impératives. Son engagement repose sur un souci de justice, de respect, de dignité, parfois au détriment de ses propres intérêts. Toutefois, il peut aussi adopter une posture punitive en imposant une vision rigide du bien et du mal. Exemple. Un censeur qui interdit une œuvre jugée immorale au nom de la protection des valeurs qu'il défend. Dans son esprit, la morale justifie l'interdiction et le contrôle de l'expression d'autrui. La morale, c'est d'ailleurs ce que je suis, se base plutôt sur une liberté créative. Effectivement, la morale ne doit pas être confondue avec l'indifférence à l'éthique. Il évolue dans un espace où les notions de bien et de mal n'ont pas de pertinence intrinsèque, non par ignorance, mais parce qu'ils transcendent la nécessité de les appliquer. Je perçois cette attitude comme plus vivante et plus créative, permettant une approche moins rigide des comportements humains. Exemple, un artiste qui crée une œuvre provocante sans intention de bien ou de mal, mais dans une pure démarche d'expression libre, son geste échappe aux catégories morales habituelles. L'immoral, lui, par contre, se manifeste dans une transgression consciente. Contrairement à la morale, l'immoral ne se situe pas hors du cadre moral, mais dans une opposition calculée. Il connaît les règles et les valeurs, mais choisit de les enfreindre délibérément. Exemple, un financier qui manipule les marchés en sachant pertinemment les conséquences néfastes de ses actes sur des milliers de personnes, motivées uniquement par la recherche de profit. Et enfin, nous ne pouvons pas passer à côté de ce que Vladimir Jankélévitch dit du moral paradoxal, en principe et pragmatisme. Oui, Vladimir Jankélévitch nous met en garde contre une morale trop rigide. Selon lui, certaines actions moralement justifiées peuvent paradoxalement s'inscrire dans l'ambiguïté. Le bien peut émerger dans l'urgence au détriment de ses propres principes, voire dans une forme d'imperfection.
Exemple, mentir pour sauver une vie. L'acte est techniquement immoral, mais replacé dans un contexte plus large, il devient une nécessité éthique. Comme vous voyez, l'éthique et la morale sont une boussole mouvante. Notre relation au concept de moralité aussi entre engagement moral, dépassement du cadre normatif, transgression et paradoxe du bien. Plutôt que de figer ces notions dans des cases rigides, il semble essentiel d'adopter une approche souple et adaptive à l'image de la complexité humaine. Dans la deuxième partie de cette émission, nous allons parler de l'éthique des vertus. Je disais que l'éthique des vertus est une approche philosophique de la morale qui met l'accent sur le caractère et les qualités intrinsèques d'une personne plutôt que sur des règles ou des conséquences spécifiques. Elle trouve ses racines dans la pensée d'Aristote qui considérait que le but de la vie humaine était d'atteindre l'eudémonia, souvent traduit par floraison ou épanouissement de la vie, bien sûr. Contrairement aux théories déontologiques qui insistent sur les devoirs et les règles et aux théories utilitaristes qui évaluent les conséquences des actions, l'éthique des vertus soutient que la moralité repose avant tout sur le développement des vertus personnelles. Ces vertus sont des dispositions stables qui conduisent à une vie bonne, tant pour soi-même que pour la communauté. Aristote a identifié plusieurs vertus clés qui permettent d'atteindre une vie éthique. La prudence, pronésis, la sagesse pratique qui permet d'agir de manière juste et équilibrée, le courage, la capacité à affronter les difficultés avec dignité et persévérance, la tempérance, le contrôle des désirs et des passions pour éviter les excès, et la justice, le souci de donner à chacun ce qui lui est dû et d'agir équitablement. Ces vertus ne sont pas innées, mais doivent être cultivées par l'habitude et la réflexion. L'éthique des vertus ne dicte pas des règles immuables, elle valorise plutôt la capacité de jugement moral dans des situations concrètes. Selon cette perspective, il n'y a pas de réponse universelle à toutes les questions éthiques, mais un individu vertueux saura prendre la meilleure décision en fonction du contexte. Bien que cette approche soit séduisante, elle soulève aussi certaines questions. Elle peut manquer de clarté normative. En effet, comment déterminer objectivement quelles vertus sont nécessaires? Cette approche peut être aussi dépendante de l'éducation et de la culture, car les vertus peuvent varier selon les sociétés et les époques. Et c'est aussi une application difficile, car dans des dilemmes moraux complexes, comment savoir si l'on agit en accord avec les vertus? Malgré ces critiques, l'éthique des vertus demeure une approche influente, notamment dans les domaines de la philosophie politique, de la psychologie morale. Enfin, voici une comparaison avec les principales théories éthiques. De Kant, la déontologie ou l'éthique des devoirs. Le principe central, c'est la moralité qui repose sur des règles universelles que l'on doit suivre indépendamment des conséquences. Exemple, dire la vérité est un devoir absolu, même si cela cause du tort à quelqu'un. On voit la différence avec Vladimir Jankélévitch. Différence avec l'éthique des vertus, la déontologie impose des principes fixes, alors que l'éthique des vertus valorise l'adaptation et le développement moral au fil du temps. Après, il y a la vision conséquentialiste, qu'on appelle aussi l'utilitarisme, de Bentham et Mill. Le principe central, c'est que l'action moralement juste est celle qui produit le plus grand bien pour le plus grand nombre. Et l'exemple, c'est mentir peut être moralement justifié si cela améliore globalement le bien-être de la société. Différence avec l'éthique des vertus, l'utilitarisme évalue les résultats, tandis que l'éthique des vertus cherche à façonner un individu moralement accompli, peu importe les résultats immédiats. En somme, l'éthique des vertus vise l'harmonie intérieure et sociale, tandis que les autres théories tentent d'établir des règles claires ou des calculs moraux. Elle privilégie la formation du caractère plutôt que l'application stricte d'un principe ou la maximisation d'un résultat. Et voilà, chères auditrices et chers auditeurs,
toujours en compagnie de Jean-Luc Ardit à la technique et moi-même au micro, nous avons exploré ensemble les méandres de la morale et de l'éthique, non pour imposer des vérités, mais pour ouvrir des chemins. Car au fond, les dilemmes qui nous traversent ne sont pas des énigmes à résoudre, mais des occasions de penser, de ressentir et de grandir. Si nos échanges ont éveillé en vous une réflexion, un sourire ou même une légère perplexité, alors le voyage valait la peine. La philosophie n'a pas de vocation à nous accabler de doutes, mais à éclairer, à alléger, à offrir ce doux équilibre entre quête et acceptation. Alors, emportez avec vous ce regard curieux et ce plaisir de l'incertitude qui ne pèse pas, mais qui danse. Un petit proverbe pour la route, le bonheur n'est pas une destination, mais une façon de voyager. Merci beaucoup d'avoir partagé ce moment avec nous. Et souvenez-vous, parfois il suffit de respirer et d'accueillir le monde tel qu'il est. À très bientôt. Vous êtes sur Radio Shansen, la radio qui donne la parole à celles et ceux qui ne l'ont pas.